Le 7 novembre 2025, la tranquillité festive d'une croisière est brisée par une découverte macabre. À bord du Carnival Horizon, un paquebot géant capable d'embarquer près de 4000 passagers, avec ses couloirs interminables, ses ascenseurs qui n'en finissent pas, ses musiques de bar qui se mélangent aux annonces au micro et au bruit sourd de la mer derrière les parois, une femme de ménage ouvre une porte comme elle en ouvre des dizaines chaque matin pour le ménage de routine avant l'arrivée au port. Sauf que cette fois, ce qu'elle voit n'a rien d'ordinaire. Sous un lit, dans l'espace le plus basique, le plus étroit, là où on range normalement une valise, se trouve le corps sans vie d'Anna Kipner, 18 ans. Ce corps est dissimulé, enroulé dans une couverture et recouvert de gilets de sauvetage orange, empilés comme si quelqu'un avait voulu cacher la scène de crime. Une découverte horrible, sachant qu'Anna est venue en vacances avec sa famille. Et ce qui devait être une semaine de rire, de repas à volonté, de soleil, de farniente, d'escale aux Caraïbes, se transforme en véritable cauchemar. La cause du décès, elle, est glaçante. Une asphyxie mécanique. Autrement dit, quelqu'un l'a empêché de respirer, quelqu'un l'a étranglé. Probablement avec un bras serré autour de son cou. Sur le navire, évidemment, c'est la stupeur. Une annonce est diffusée. L'annonce est floue, maîtrisée, comme toujours dans ce genre de situation. Un incident grave est survenu à bord. Voici ce qu'entendent les passagers. Certains pensent à un malaise, une chute, un accident. D'autres comprennent très vite que ce n'est pas un simple incident. Alors, forcément, une question s'impose. Que s'est-il passé ? Qui a tué Anna et pourquoi ? Comment une adolescente de 18 ans peut-elle disparaître à quelques mètres de sa famille, dans une cabine, derrière une porte, sans que personne n'intervienne ? Parce que dans cette histoire, tout tourne autour d'un endroit, vous l'avez compris, un numéro, une pièce banale, la cabine 8381. Anna Kipner, c'est une lycéenne floridienne donc de 18 ans à l'avenir prometteur. Décrite par ses proches comme une jeune femme heureuse, pétillante, c'est une élève brillante avec un futur radieux devant elle. Élève en terminale du Temple Christian School de Titusville et membre de l'équipe de Pop-Pom Girls de son lycée, Anna affiche un parcours exemplaire. Son entourage la dépeint comme une fille drôle, extravertie et authentique, c'est vraiment ce qui ressort à chaque fois. Son surnom affectueux dans sa famille, c'est Anna Banana, parce qu'elle a toujours le sourire, elle est passionnée, polyvalente, elle pratique la gymnastique, le cheerleading en plus d'être pop-pom girl, et elle s'est même formée à la plongée sous-marine et à la navigation de plaisance. C'est un exploit rare pour une adolescente. Ça lui a valu d'ailleurs d'obtenir une licence de navigation. Amoureuse des animaux, en particulier des dauphins et des papillons, de musique aussi, elle est également une grande supportrice de l'équipe de football universitaire des Georgia Bulldogs. D'ailleurs, elle rêve de devenir pom-pom girl pour cette équipe un jour. Elle a de grandes ambitions, Anna. Après l'obtention de son diplôme, dans son lycée chrétien, elle envisage de s'engager dans la marine américaine, l'US Navy, avec l'objectif de devenir plus tard maître chien au sein des forces de l'ordre. Malgré l'éloignement de sa mère biologique depuis son enfance, Anna reste une adolescente aimante, reconnaissante envers ceux qui l'ont élevée. Dans une vidéo TikTok par exemple, assez émouvante d'ailleurs, publiée l'été précédent le drame, elle remercie son père, sa belle-mère Chantel et ses grands-parents d'avoir, je cite, été les mamans qu'elle pensait ne jamais avoir, saluant notamment le fait qu'il l'ait soutenue lors du bal de promo et qu'il lui ait offert ses croisières qu'elle adorait tant. Pour fêter l'automne et consolider les liens de leur famille recomposée, les proches d'Anna ont planifié une croisière justement en mer des Caraïbes à bord de ce magnifique paquebot, le Carnival Horizon, l'un des navires amiraux de Carnival Cruise Line. Le voyage de 6 nuits doit partir de Port Miami le 2 novembre 2025 avec plusieurs escales tropicales prévues avant un retour le 9 novembre. 3 générations prennent part à cette escapade. 9 membres de la famille au total embarquent ce jour-là, impatients de partager ce moment ensemble.
Il y a, écoutez bien, c'est important, les grands-parents paternels d'Anna, Jeff, 59 ans, et Barbara Kipner, 63 ans, grands amateurs de croisière. C'est d'ailleurs eux qui ont financé le voyage pour tout le monde. Il y a le père d'Anna, Christopher Kipner, 41 ans. Il est présent avec sa nouvelle épouse, Chantel Hudson, désormais Chantel Kipner. Elle a 36 ans. C'est la belle-mère d'Anna, vous l'avez compris, depuis notamment le remariage avec Christopher en 2024. La famille compte également 6 enfants et adolescents. Du côté de Christopher, il y a les 3 enfants. Anna, donc 18 ans, son frère cadet qui s'appelle Connor qui a 14 ans, leur petite sœur Kiri, 9 ans. Et du côté de Chantel, il y a aussi 3 enfants issus d'un précédent mariage. Andrew, 18 ans, le même âge qu'Anna, Timothy, 16 ans, et la petite sœur de Timothy et d'Andrew qui s'appelle Brooke, qui a 9 ans. Cette tribu recomposée forme un groupe uni en apparence malgré la complexité de ses liens. Il y a 3 enfants d'un côté, 3 enfants de l'autre. D'après le grand-père, Jeffrey, on ne distinguait pas qui était demi ou beau-frère et sœur, c'est une famille, un point c'est tout. C'est ce qu'il dit aux médias. Sur le bateau, pour loger ce petit monde, 3 cabines ont été réservées côte à côte, sur le pont numéro 8 du navire. Les 3 adolescents, Anna, son demi-frère Timothy qui a 16 ans et son frère de sang Connor, ont choisi d'occuper ensemble une même cabine avec balcon équipée de 3 couchages. C'est la cabine 8381. Ce choix, qui a été fait volontairement par les jeunes eux-mêmes avant le voyage, semble naturel vu la camaraderie qu'ils affichent. Chantel, la belle-mère, décrira plus tard ce trio comme les 3 mousquetaires. Ils étaient inséparables. C'est pour ça qu'ils ont choisi d'être ensemble dans la même cabine. Dans la cabine voisine se trouvent Christopher et Chantel, le père et la belle-mère d'Anna. Ils vont partager une chambre double juste en face de celle des 3 ados, de l'autre côté du couloir. La 3e cabine accueille vraisemblablement, on n'a pas eu de certitude là-dessus, mais on pense que ce sont les grands-parents, Jeff et Barbara, ainsi que peut-être les plus jeunes enfants, Killy, 9 ans, et Brooke, également 9 ans. J'ai pas réussi à trouver, et même les médias n'arrivent pas à se mettre d'accord dessus. On imagine que les 2 petites logeaient à ce moment-là avec les grands-parents. En tout cas, on sait que les 2 petites n'étaient pas logées, c'est sûr, avec les adolescents plus âgés. C'est pas très clair. Tout ce qu'on sait, c'est qu'Andrew, vous savez, il en manque un, celui qui a 18 ans aussi, ne fait pas partie de cette croisière. Il n'est pas du voyage. Cette croisière doit être un moment de convivialité et de rapprochement familial. Les Kepner-Hudson l'ont envisagé comme le début d'une nouvelle tradition pour souder cette famille recomposée sur 3 générations. C'est pas leur première escapade tous ensemble. Ils ont déjà voyagé les uns avec les autres, mais jamais vraiment tous ensemble. Quelques mois plus tôt, par exemple, en mai 2025, Anna elle-même avait déjà célébré son 18e anniversaire par une croisière avec ses grands-parents qu'elle avait documenté sur TikTok en écrivant ceci « Wanna go back, je veux y retourner », signe de son enthousiasme à l'idée de reprendre la mer. Mais est-ce que l'ambiance était vraiment au beau fixe dans cette famille recomposée ? Pas forcément. Parce que certains témoignages suggèrent aujourd'hui que tout n'était pas parfait dans ce beau tableau familial. Crystal, la tante maternelle d'Anna, va confier après le drame que la dynamique familiale était, je cite, fracturée bien avant les vacances. D'après elle, Anna n'était pas totalement enchantée de partir. Elle aurait même fait part de réticence à partager la même chambre que son demi-frère Timothy. Anna ne voulait pas vraiment aller à ce voyage, parce que le garçon y allait. Quand j'ai appris qu'elle allait partager la cabine avec le garçon, j'ai pu voir qu'elle n'était pas à l'aise, même si elle prenait sur elle. Ces inquiétudes d'Anna envers son demi-frère remontaient à loin, selon sa tante. Ça durait depuis quasiment tout le temps où ils avaient vécu ensemble. Elle n'était pas tranquille avec ce garçon, elle s'inquiétait à son sujet. Des propos qui contrastent fortement avec l'image d'une fratrie fusionnelle présentée par d'autres membres de la famille, en particulier du côté paternel. Il faut dire que la recomposition familiale avait été complexe. Christopher, le père d'Anna, par exemple, avait obtenu la garde de sa fille alors qu'elle n'avait que 4 ans à la suite de son divorce d'avec la mère d'Anna en 2009. Ensuite, Christopher s'est remarié. Il faut savoir qu'il s'agissait de son 3e mariage en 2024 avec Chantel, donc apportant dans la maison commune un total de 5 enfants biologiques ou par alliance. Du côté de Chantel, justement, cette croisière a été organisée alors qu'elle était en plein conflit de garde avec son ex-mari, Thomas Hudson, au sujet de leurs propres enfants, notamment Timothy, 16 ans. En effet, Thomas va reprocher par la suite à Chantel d'avoir, je cite, « emmené les enfants en croisière sans son consentement, en violation potentielle de l'accord de garde ».
L'ambiance familiale, malgré les sourires de façade au moment de la croisière, est traversée de tensions. Il y a des désaccords parentaux, des malaises inavoués d'Anna vis-à-vis de son demi-frère. Autant de facteurs qui, rétrospectivement, jettent une ombre sur le cadre idyllique de ses vacances en mer. Toujours est-il que les premiers jours de la croisière se déroulent sans incident notable. La famille profite des escapades paradisiaques, des activités à bord du Carnival Horizon. Anna est radieuse, apparaissant même dans des vidéos prises par des passagers regardés sur le pont du navire en train de danser joyeusement avec d'autres passagers. On la voit, elle est vêtue d'un short noir et d'un débardeur blanc. Elle profite clairement de l'ambiance festive. Tout a l'air, en tout cas selon ces images, d'être au beau fixe. Pourtant, le jeudi 6 novembre 2025, veille du drame, certains événements viennent briser la routine joyeuse de la croisière. Alors que le navire a déjà entamé son voyage de retour vers Miami après la dernière escale, vers 18h, toute la famille se réunit pour le dîner à bord, comme à l'accoutumée. Anna ne se sent pas très bien, en fait elle se plaint d'un mal de bouche dû à ses bacs dentaires. Ces nouveaux appareils lui font mal et lui coupent l'appétit. N'étant pas dans son assiette, elle informe ses proches qu'elle préfère rentrer plus tôt à la cabine pour se reposer. Elle quitte donc la table avant la fin du repas, laissant son père, sa belle-mère et le reste de la famille poursuivre le dîner. Anna retourne à la cabine qu'elle partage donc avec Connor et Timothy. Un petit peu plus tard dans la soirée, malgré son inconfort, Anna va ressortir brièvement de sa cabine. Vers 19h, elle est aperçue au casino du paquebot où elle croise ses parents, Jeff et Barbara. Elle leur fait un petit signe, elle les embrasse avant de leur annoncer qu'elle va se coucher pour de bon, leur souhaitant une bonne nuit. Ce sera la dernière fois que quelqu'un de sa famille verra Anna vivante. Que s'est-il passé à partir de ce moment derrière la porte close de la cabine 8381 ? Grâce aux témoignages et éléments recueillis après coup, on peut reconstituer partiellement la chronologie de la nuit du 6 au 7 novembre. Vers 19h30, Chantel, la belle-mère d'Anna, va regagner elle aussi sa cabine, qui est située, je le rappelle, en face de celle des jeunes, après le dîner. Épuisée, elle va s'endormir assez rapidement, sans ressentir le besoin d'aller vérifier ce que faisaient les adolescents dans la chambre voisine. Selon ses déclarations, je cite, elle n'avait aucune raison de s'inquiéter, ni de surveiller les enfants à côté. Après ça, dans la soirée, Connor, le frère d'Anna, qui a 14 ans, qui partage sa cabine avec Anna et Timothy, aurait quitté temporairement cette cabine partagée pour aller retrouver d'autres membres de sa famille ou alors participer à des activités sur le paquebot. Ce point n'est pas détaillé explicitement, mais on sait en tout cas qu'il n'était pas présent dans la chambre pendant un certain laps de temps, et ce laps de temps, il est crucial. Dans tous les cas, en revenant à la cabine plus tard dans la soirée, Connor se serait retrouvé face à une porte verrouillée de l'intérieur, incapable d'entrer. Et d'après ce qu'il racontera un petit peu plus tard à ses proches, il aurait entendu depuis le couloir des voix assez élevées à l'intérieur de sa chambre, ainsi que du mobilier qui cogne, comme si des meubles étaient violemment heurtés ou renversés. Connor frappe à plusieurs reprises à la cabine, il tente d'entrer sans succès. On ignore combien de temps le jeune garçon est resté à l'extérieur, ni ce qu'il a fait ensuite en entendant ces sons qui provenaient de l'intérieur. Selon un ami d'Anna qui témoignera un petit peu plus tard, Connor, c'est ce qu'il raconte dans les médias, aurait eu peur et ne serait pas retourné immédiatement dans la cabine cette nuit-là. Peut-être par crainte de se retrouver au milieu d'une dispute, je ne sais pas. Il aurait fini par trouver refuge ailleurs, peut-être la cabine de ses grands-parents, peut-être la cabine de son père. En tout cas, il va y passer le reste de la nuit puisqu'il ne pourra pas rentrer dans cette cabine. Petite pause importante sur ce qui vient de se passer. On va s'y arrêter quelques secondes. On peut avoir deux réactions sur le témoignage de Connor. Selon son témoignage, donc, une altercation violente a eu lieu dans la cabine où se trouve Anna. Vous l'avez compris. Première réaction qu'on peut se faire, pourquoi n'a-t-il prévenu personne du brouhaha à l'intérieur de la cabine ? Pourquoi ça ne l'a pas inquiété un petit peu plus que ça ? Je rappelle, il n'a que 14 ans. Autre réaction, il va dormir autre part que dans sa cabine. Il va passer la nuit, peut-être dans la cabine de ses grands-parents, peut-être dans la cabine où dort son père et sa belle-mère. Pourquoi personne ne s'est inquiété que Connor ne dorme pas dans sa propre cabine ? C'est quand même assez étrange.
Élément aussi important, durant la nuit, personne d'autre n'a rapporté avoir entendu du vacarme spécifique ou des cris venant de cette cabine 8381, mis à part Connor. Après, sur un grand navire de croisière, il y a des bruits qui peuvent facilement passer inaperçus en raison de l'isolation, des bruits qui peuvent être confondus avec le tumulte normal d'un paquebot, hein. Il y a de la musique, il y a aussi des pas dans les couloirs, il y a souvent des portes qui claquent. Chantel, endormie dans sa cabine juste en face, n'a rien, elle, perçu d'anormal ce soir-là. Ni le père d'Anna, d'ailleurs, Christopher, qui apparemment ne s'est pas relevé pendant la nuit. Le navire a continué sa route vers Miami, naviguant dans la nuit du 6 au 7 novembre sans incident signalé aux passagers. C'est comme ça que nous arrivons au vendredi 7 novembre dans la matinée. Le Carnival Horizon approche des côtes de Floride. Il y a un problème. C'est qu'Anna ne se présente pas au petit déjeuner familial et ça c'est bizarre. Alors, son père et ses grands-parents d'ailleurs pensent peut-être qu'elle fait la grasse matinée. On sait que la veille elle ne se sentait pas très bien. Elle a besoin de dormir. Alors, ils ne s'inquiètent pas sur le moment. Vers 11h du matin, alors que le navire doit bientôt accoster, un message d'alarme interne retentit sur les haut-parleurs. L'équipage appelle une urgence médicale dans une cabine. Jeff Kipner, le grand-père, reconnaît aussitôt le numéro de la cabine annoncée. C'est cette cabine 8381, celle d'Anna et les garçons. Le sang de Jeff ne fait qu'un tour, il se précipite vers la cabine en question, suivi de Christopher. Sur place, une scène d'horreur les attend. Quelques instants plus tôt, une employée d'entretien est entrée dans la cabine 8381 pour faire le ménage de routine avant l'arrivée au port. C'est elle qui a fait la sinistre découverte, en soulevant le drap tombé au sol et en regardant sous le lit. La femme de chambre aperçoit le corps inanimé d'Anna, dissimulé sous l'un des lits jumeaux de la cabine. La jeune fille est recroquevillée dans un espace exigu, son corps est enveloppé dans une couverture et recouvert de plusieurs gilets de sauvetage orange entassés sur elle pour la cacher. Il ne fait aucun doute que quelqu'un a tenté de dissimuler le cadavre intentionnellement. Prise de panique, l'employé alerte immédiatement l'infirmerie, la sécurité du bord déclenche l'annonce d'urgence médicale. Le grand-père Jeff et le père Christopher arrivent donc devant la cabine. Alors que le personnel médical du navire s'active déjà, ils sont informés de la nouvelle effroyable. Anna est décédée et les circonstances semblent hautement suspectes. Christopher est bouleversé, il tente d'entrer pour voir sa fille, mais on imagine que l'accès est restreint pour préserver la scène. On a affaire ici à un crime. Le navire n'étant qu'à quelques encablures de Miami, le capitaine signale immédiatement l'incident aux autorités portuaires et fédérales. Une équipe du FBI de Miami est dépêchée et se prépare à intervenir dès l'arrivée à quai, puisque l'événement s'est produit en mer, donc sous juridiction fédérale américaine. Les passagers, eux, ne comprennent pas encore précisément ce qui se passe. Une rumeur se répand qu'un passager est mort, peut-être d'une attaque ou d'un accident. L'équipage tente de garder son calme et de préparer l'accostage. Le Carnival Horizon accoste à Port-Miami le samedi 8 novembre au petit matin avec un lourd retard dû à ces circonstances. Sur le quai, des véhicules banalisés du FBI, de la police et du bureau du médecin légiste de Miami attendent le débarquement. La zone du terminal est isolée du public. Les agents fédéraux montent à bord dès l'ouverture des portes du ferry pour prendre en main l'enquête criminelle. La cabine 8381 est bouclée. C'est une scène de crime. L'équipage a ordre de ne pas en perturber l'état. Vers 9h, sous le regard choqué de quelques passagers qui restent, le corps d'Anna est évacué du navire dans une housse mortuaire jusqu'au camion du médecin légiste, en contrebas, sur le port. Très vite, les premières constatations médico-légales confirment ce que la scène laissait présager. Anna Kipner a été victime d'un homicide. Le certificat de décès, délivré initialement par le médecin légiste de Miami et transmis à la famille, indique sans ambiguïté que la lycéenne, je cite, a été mécaniquement asphyxiée par une ou d'autres personnes. En d'autres termes, la cause du décès est une asphyxie d'origine criminelle, provoquée par une contrainte externe empêchant la jeune fille de respirer. Et le médecin légiste va plus loin. Anna aurait succombé à une forme de clé d'étranglement, c'est-à-dire un étranglement effectué en passant un bras en travers de sa gorge.
Ce type de prise, souvent comparé à une technique de lutte ou de jujitsu, coupe l'arrivée d'air en comprimant la trachée et les carotides. L'autopsie, réalisée dans les semaines qui vont suivre, révèle la présence de 2 ecchymoses sur les côtés du cou d'Anna, cohérentes avec la pression d'un bras ou d'un avant-bras. En revanche, élément important, aucune trace d'agression sexuelle n'est relevée sur le corps de la victime. Par ailleurs, on ne décèle aucun alcool, pas de drogue dans son organisme. Anna n'était donc ni intoxiquée ni sous l'emprise de substances au moment des faits, ce qui écarte la thèse d'un accident lié à une consommation ou d'un comportement imprudent de sa part. Selon cette autopsie, Anna serait probablement morte depuis plusieurs heures déjà lorsqu'on l'a trouvée, possiblement depuis la nuit ou tôt le matin. L'enquête criminelle autour de la mort d'Anna Kipner est rapidement confiée au FBI en vertu de la loi américaine qui donne compétence fédérale pour les crimes graves commis en haute mer impliquant des citoyens américains. Dès la descente du navire à Miami, le 8 novembre, les agents du FBI commencent leurs investigations sur le Carnival Horizon. Leur tâche est assez immense. Il s'agit de reconstituer précisément le fil des événements à bord, d'identifier le ou les coupables potentiels et de rassembler des preuves suffisantes pour d'éventuelles poursuites. Voici les principaux axes de l'enquête. Analyse de la scène de crime, cette cabine 8381. Les techniciens en identification criminelle inspectent donc minutieusement la cabine où le corps a été retrouvé. Ils cherchent des traces ADN, des empreintes digitales, des fibres, des cheveux ou tout élément pouvant lier un individu à la scène. Les gilets de sauvetage sont importants, ils ont été utilisés pour recouvrir Anna, ils sont saisis, ce sont des pièces à conviction. Ces gilets, normalement rangés dans l'armoire de la cabine, ont été manipulés par le meurtrier et pourraient contenir des empreintes ou des résidus biologiques, de la sueur ou de la peau. La couverture entourant le corps est également analysée. Le positionnement du corps sous le lit, ce qui, vous vous en doutez, nécessite de la force pour pousser un corps inerte dans un si petit espace, donne déjà une indication. Il a fallu du temps et de l'énergie à l'agresseur pour cacher Anna, signe d'une volonté délibérée de dissimulation. Le Carnival Horizon, comme la plupart des grands paquebots, est équipé de nombreuses caméras de sécurité dans les zones communes et les couloirs. Les enquêteurs du FBI ont exploité les enregistrements de la nuit du 6 au 7 novembre, histoire de repérer tout mouvement suspect. La vidéosurveillance et les données électroniques, écoutez bien, montrent qu'un seul individu est entré dans la cabine d'Anna durant la nuit. Son demi-frère de 16 ans, Timothy. Et encore plus précis, on dispose des enregistrements de la clé magnétique, la carte de la cabine, utilisée pour ouvrir la porte. Chaque passager, je pense que vous le savez si vous avez l'habitude de faire des croisières ou si vous allez dans les hôtels, c'est un peu pareil. Chaque passager a une carte nominative et les logs du système informatique du navire indiquent qu'au cours de la soirée et de la nuit, seule la carte de Timothy a été passée pour entrer ou sortir de la chambre partagée. Connor, qui lui est resté dehors cette nuit-là parce que peut-être qu'il n'avait pas la carte sur lui, n'a pas ouvert la porte cette nuit-là. Il n'a pas passé sa carte. Par ailleurs, les caméras de couloir auraient filmé, ça on ne le sait pas parce que on le voit pas, mais les enquêteurs, eux, ont vu les images, auraient filmé Timothy allant et venant vers la cabine aux alentours de l'heure des faits. On ignore s'il existe encore une fois des images directes de l'entrée dans la cabine au moment précis du crime. Mais l'exploitation combinée des vidéos et des clés électroniques donne aux enquêteurs une chronologie des mouvements. Qui est entré et sorti de la cabine 8381 et à quelle heure. Évidemment, tous les membres de la famille présents sur le navire sont interrogés séparément par les agents spéciaux du FBI et ce dès l'arrivée à Miami. L'équipage proche et notamment la femme de ménage qui a découvert le corps également est entendu. Les enquêteurs cherchent à identifier d'éventuels conflits, des tensions, des incidents survenus pendant la croisière impliquant Anna et d'autres passagers. Ils questionnent. Anna avait-elle exprimé de la peur ou du malaise pendant le voyage ? Quel était le comportement de son demi-frère durant la semaine ? Y a-t-il eu des disputes ? Les témoignages récoltés dressent un tableau contrasté. D'un côté, Chantel et les grands-parents affirment qu'Anna, Timothy et Connor semblaient s'entendre, ils passaient plein de temps ensemble sans problème, mais d'un autre côté, plusieurs proches d'Anna vont rapporter au FBI des éléments troublants. Par exemple,
On va revenir sur sa tante Crystal. Elle mentionne qu'Anna ne se sentait pas en sécurité avec Timothy, souvenez-vous. Et ce, depuis longtemps. Surtout son ex-petit ami qui s'appelle Josh, il a 17 ans. Lui livre un témoignage capital, écoutez bien. Il raconte qu'une nuit, quelques mois plus tôt, alors qu'il était en appel FaceTime vidéo avec Anna vers 3h du matin, celle-ci s'est assoupie devant son écran, ça lui arrive des fois. À travers la caméra laissée allumée, Josh a alors aperçu Timothy entrer discrètement dans la chambre d'Anna. Voyant cela, Josh a interpellé le garçon via le téléphone. « Qu'est-ce que tu fais dans sa chambre ?» Surpris, Timothy a pris peur et a quitté précipitamment la pièce. C'est un récit pour le moins troublant. C'est quelque chose qui s'est passé, je le répète, quelques mois plus tôt, pas sur le bateau, donc dans la chambre d'Anna. Et ce récit, s'il est avéré, suggère que le demi-frère Timothy avait un comportement intrusif envers Anna, peut-être guidé par une obsession ou une attirance malsaine. Et qu'Anna en avait parlé à son petit ami, en se plaignant d'être mal à l'aise autour de lui. Ces auditions fournissent aux enquêteurs un mobile possible. Timothy aurait pu nourrir soit une jalousie envers Anna, puisque la tante d'Anna évoque qu'il lui en voulait. Il lui en voulait de lui avoir gâché sa vie familiale en monopolisant l'attention du père. Soit une fixation ambiguë, une forme d'obsession d'attirance, et que Anna, elle, le repoussait. Il y a un aspect intrigant dans l'enquête, c'est le comportement de Timothy après la découverte du corps. D'après sa grand-mère Barbara, qui a pu assister à une partie de son interrogatoire par le FBI à bord, le jeune homme donc de 16 ans était, je cite, en état complet de choc, en larmes, incapable de parler. Lorsque les agents l'ont questionné, il aurait affirmé ne pas se souvenir. Il n'a pas souvenir de ce qui a pu se passer la nuit précédente, prétendant une sorte de trou noir sur les événements. Ce blackout est noté par les enquêteurs, mais ils le reçoivent avec prudence. Est-ce qu'il est sincère ? Fait-il une crise dissociative due au traumatisme ? Un trouble psychiatrique ? Ou alors est-ce que c'est simulé pour échapper à ses responsabilités ? Quoi qu'il en soit, face à l'état émotionnel du mineur, les autorités ont décidé de le faire évaluer en milieu hospitalier juste après le débarquement. Timothy est conduit dans un hôpital de Miami pour une observation psychiatrique immédiate après la descente du navire. Il va y rester brièvement, le temps que les médecins confirment qu'il ne présente pas de danger imminent pour lui-même ou pour autrui, avant d'être remis aux mains d'un membre de sa famille dans l'attente de la suite de l'enquête. Il faut en savoir plus sur ce Timothy. Qui est-il ? En tant que mineur et n'ayant pas été inculpé, son identité complète est en principe protégée, mais son prénom, vous l'avez vu, a été largement rapporté par certains médias. Il s'appelle Timothy Hudson, en fait il porte le nom de son père biologique. C'est le fils de Chantel, vous l'avez compris, la belle-mère d'Anna, et de son ex-mari Thomas Hudson. Il est né en 2009, ce Timothy, il a donc 16 ans au moment des faits, 2 ans de moins qu'Anna. D'après sa grand-mère Barbara, c'est un garçon plutôt réservé. Un jeune homme très calme, mais aussi bon élève au lycée, sportif, il joue dans l'équipe de soccer. Sur le papier, Timothy ne correspond pas forcément au stéréotype du délinquant violent. Pourtant, sa grand-mère ajoute dans sa description une phrase lourde de sens. Il avait des démons, je pense, dans son passé. De quel démon Barbara parle-t-elle ? Elle n'en dit pas plus, mais on peut envisager qu'il ait eu des antécédents de troubles émotionnels ou peut-être de comportements problématiques. En creusant l'histoire familiale, on découvre que Timothy a vécu des moments difficiles avant la recomposition avec la famille Kipner. Ses parents, Chantel et Thomas, ont divorcé dans un climat tendu et c'est Andrew, le grand frère de Timothy, qui a, je le rappelle, 2 ans de plus, 18 ans, qui raconte une scène assez troublante qui se serait passée au moment de cette recomposition familiale. Andrew raconte que ils auraient été contraints de déménager quand sa mère a refait sa vie avec Christopher Kipner. Il parle d'un incident précis, un incident où on a forcé apparemment Timothy dans une voiture. Il était retenu physiquement pour un transfert vers Titusville pour rejoindre donc le domicile de Christopher, au point qu'il aurait brièvement perdu, je cite, connaissance pendant la crise. Et depuis, Timothy suit une thérapie, ça fait environ 1 an pour gérer ses traumatismes. Si les déclarations d'Andrew et aussi de Timothy, parce qu'il a mis ça en avant, sont exactes, elles brossent le portrait d'un adolescent en grande détresse psychologique, tiraillé entre ses parents en conflit. Il aurait pu nourrir un ressentiment envers la famille de sa mère, donc envers Anna et son père Christopher, qu'il tenait peut-être pour responsable de l'éclatement de son propre foyer. D'ailleurs, la tante maternelle d'Anna,
Crystal, souvenez-vous, va affirmer ceci. Il estimait qu'Anna était celle qui avait ruiné sa vie, pensant qu'elle lui volait de la stabilité et de l'attention parentale, peut-être à cause du divorce de ses parents ou autre. Une autre facette troublante de Timothy est suggérée par le comportement qu'il aurait eu envers Anna. Plusieurs sources décrivent un rapport ambigu et inquiétant. Officiellement, la version de Chantel, la mère de Timothy et des grands-parents paternels, est que Timothy, Anna et Connor étaient, je cite, les meilleurs amis du monde. Ils adoraient passer du temps ensemble. Chantel, je le répète, a même utilisé l'expression « les trois mousquetaires ». Pendant la croisière, elle le répétait « ce sont les trois mousquetaires, ils s'entendent super bien ». Cependant, des témoignages du côté de la famille biologique d'Anna contredisent fortement cette vision idyllique. On a mentionné plus haut les craintes d'Anna, rapportées par sa tante. Anna, je le répète, n'était pas à l'aise avec ce garçon, et ce depuis longtemps. L'ex-petite amie d'Anna a aussi parlé de ses plaintes récurrentes. Anna lui aurait confié que Timothy la mettait mal à l'aise, au point qu'elle préférait parfois dormir chez une amie pour l'éviter. Ces éléments laissent craindre que Timothy ait pu développer soit une obsession de nature sexuelle envers Anna, soit une jalousie maladive. Peut-être un mélange des deux. Rien ne permet d'affirmer qu'il y ait eu des attouchements ou tentatives d'agression sexuelle de la part du jeune homme. Et encore une fois, l'autopsie n'indique aucune agression sexuelle. Mais un contexte de harcèlement et de tension entre eux semble de plus en plus évident. Quelle est donc la situation de Timothy ? Étant mineur et non inculpé, il n'est pas en détention aujourd'hui. Cependant, par mesure de précaution, sa mère Chantel et son beau-père Christopher l'ont éloigné du domicile familial, et ce dès le retour de la croisière. Le 8 novembre, après son évaluation psychiatrique, Timothy a été confié à une personne de confiance, un membre de la famille élargie, sans qu'on ne sache qui, à un endroit aussi tenu secret. Il vit depuis dans ce lieu gardé confidentiel, hors du foyer, afin, je cite, de supprimer tout risque de danger pour les autres enfants du foyer. Ça signifie qu'il ne cohabite ni avec sa mère, ni avec son beau-père, ni avec ses demi-frères, ses demi-sœurs, en tout cas pour le moment. Un document judiciaire précise que le proche en question qui héberge Timothy a une procuration parentale temporaire et qu'aucun déplacement du jeune ne peut se faire sans l'accord conjoint de Chantel et Thomas, ses deux parents, ainsi que l'aval des autorités. Timothy est en quelque sorte en résidence surveillée, suivi de près par les enquêteurs qui poursuivent leurs interrogatoires et les évaluations. Si Timothy est inculpé du meurtre d'Anna, une question épineuse va se poser. Sera-t-il jugé comme mineur ou comme adulte ? En Floride, pour un crime aussi grave, il n'est pas rare que les procureurs demandent le transfert d'un adolescent de 16 ans vers la cour des adultes, surtout si l'acte est prémédité ou particulièrement violent. En attendant, la famille de Timothy se déchire autour de lui. Son père biologique, Thomas Hudson, s'inquiète pour l'avenir de son fils, mais semble aussi convaincu de sa possible culpabilité au vu des éléments. Il reproche à son ex-femme d'avoir mis leur fils dans cette situation et de tarder à l'informer des faits, parce qu'elle a attendu 32 heures après la découverte du corps pour prévenir Thomas. Chantel est quant à elle dans une position intenable. Elle vient de perdre sa belle-fille, Anna, dans des circonstances atroces, et simultanément son fils est suspecté d'en être l'auteur. D'après des échanges de messages, Chantel aurait dit à Thomas qu'elle ne pouvait pas, je cite, mettre en péril son mariage en aidant leur fils, ce qui suggère qu'elle se sent piégée entre soutenir son fils et préserver sa relation avec son mari Christopher, le père d'Anna. Le portrait de Timothy qui émerge est donc celui d'un adolescent en souffrance, vous l'avez compris, au comportement possiblement perturbateur, pris dans un drame dont il est présumé être l'acteur principal. Était-il un prédateur silencieux nourrissant une obsession malsaine ou un garçon fragile dépassé par ses émotions ayant commis l'irréparable dans un moment de crise ? C'est l'enquête et un éventuel procès qui vont éclaircir ses motivations exactes et son état mental au moment du crime. Le meurtre d'Anna Kipner a suscité de vives réactions et de nombreux témoignages, tant de la part de la famille et des amis que du grand public. Immédiatement après le décès, les grands-parents paternels Barbara et Jeffrey Kipner se sont exprimés dans les médias. Voici ce qu'ils ont dit. Anna était notre rayon de soleil, une cheerleader pleine de vie. J'ai l'impression qu'on a perdu 2 petits-enfants. On a perdu Anna, et si c'est Timothy qui a fait ça, on l'a perdu lui aussi d'une certaine manière. Quoi qu'on nous dise sur ce qui s'est passé, rien ne nous ramènera aucun des deux.
Malgré tout, les grands-parents ont initialement défendu l'idée que la famille était très unie. Jeffrey a insisté, je le répète, sur le fait que chez eux, ils ne faisaient pas de distinction entre les beaux-enfants et les enfants biologiques. C'est une seule famille, c'est ce qu'il disait, comme pour contrer l'idée que des tensions de statut, beau-frère vs demi-sœur, auraient pu jouer un rôle. Le père d'Anna, lui, est resté plus discret publiquement. Effondré lors des funérailles de sa fille, il a tout de même accordé un témoignage exclusif à un média. C'est lui qui a clairement dit au sujet de Timothy que c'était le seul présent dans la chambre. Il dit « Je ne dis pas que c'est lui le responsable, mais je ne peux pas dire qu'il ne l'est pas. Je veux qu'il fasse face aux conséquences de ses actes. » Un mélange de douleur et de détermination transparaît dans ses mots. Christopher semble résolu à connaître la vérité et à obtenir justice pour Anna, même si cela implique d'accuser le fils de sa propre épouse. Chantel Hudson Kipner, qui est à la fois la belle-mère de la victime et la mère du suspect, se trouve, on l'a dit, dans une position extrêmement difficile. Publiquement, elle a gardé le silence sur les détails du drame, probablement sur les conseils de ses avocats. On sait juste à la sortie de l'audience qui a eu lieu le 20 novembre 2025 au tribunal familial que certains journalistes lui ont posé des questions, qu'elle s'est abstenue et c'est son avocate qui a pris la parole et qui a expliqué qu'elle était anéantie par la perte d'Anna, qu'elle considérait comme sa propre fille, et en même temps profondément inquiète pour l'avenir de son fils. Durant cette fameuse audience, on a quand même entendu Chantel se livrer sur la relation entre Anna et les garçons. Elle a affirmé qu'Anna, Timothy et Connor, encore une fois, étaient les plus proches amis du monde, qu'ils formaient un trio inséparable sur le navire. Elle a soutenu qu'il n'y avait aucun signe avant-coureur d'un quelconque danger. Je cite, « S'ils avaient eu le moindre conflit grave, je ne les aurais jamais laissés partager la même cabine. » Qu'en est-il des témoignages et des réactions provenant de la famille maternelle d'Anna, sa mère biologique et sa tante? Sa tante, on a commencé à en parler tout à l'heure. Il faut savoir, et ça vous l'avez compris, qu'Anna vivait principalement avec son père depuis l'enfance et avait, semble-t-il, peu de contact avec sa mère biologique qui s'appelle Heather. Écoutez bien, Heather, donc la mère biologique d'Anna, a appris la mort de sa fille en faisant une recherche sur Google. Elle a tapé le nom de sa fille et elle est tombée sur les articles de presse relatant le drame. On imagine le choc et la douleur immense que ça a dû représenter pour elle. Heather elle-même ne s'est pas exprimée publiquement. Mais sa sœur, donc Crystal, la tante d'Anna, l'a fait. Elle a dressé, vous l'avez entendu, un tableau bien différent de celui de Chantel, déclarant qu'Anna avait peur de son demi-frère et ne voulait pas partir en croisière justement à cause de lui. Elle a aussi accusé Christopher d'avoir tenu Heather à l'écart d'Anna pendant toutes ces années. Selon Crystal, il aurait fait croire à Anna que sa mère ne cherchait pas à la voir, ce qui n'était pas vrai, c'était faux. C'est ce que raconte Crystal. Ces conflits familiaux en arrière-plan ressortent ainsi dans les différents témoignages, montrant qu'Anna évoluait dans un contexte familial plus trouble qu'il n'y paraissait. Dans tous les cas, plusieurs amis proches d'Anna, des amis de lycée, ont partagé leurs souvenirs avec elle. Dans les médias locaux, ils ont parlé d'une jeune femme toujours prête à aider les autres, très impliquée dans l'équipe de cheerleading, fervente chrétienne. Ses proches du Temple Christian School ont organisé une veillée de prière en son honneur. Son entraîneur de cheerleading a pris la parole, d'ailleurs en larmes, racontant comment Anna motivait tout le monde lors des entraînements, comment elle avait un rire contagieux. Ses meilleurs amis ont évoqué ses petites attentions quotidiennes, ses messages spontanés pour dire « je t'aime ». Son lycée a dédié la saison sportive à sa mémoire. Les cheerleaders ont arboré un ruban noir avec ses initiales sur leurs uniformes lors des matchs qui ont suivi sa mort. Un mémorial a été improvisé sur le parking de l'école. Sa voiture a été recouverte de fleurs et de ballons. Officiellement, Carnival Cruise Line a présenté ses condoléances et coopère à l'enquête. Le commandant du navire a été entendu par le FBI, mais n'a pas témoigné publiquement. On sait néanmoins qu'il a été très marqué, très affecté, que cela se soit produit sur son bateau. La femme de ménage qui a trouvé Anna, dont le nom n'a pas été divulgué, a reçu un soutien psychologique de la part de la compagnie. Face à un mystère aussi déroutant, une jeune fille sans histoire tuée en plein milieu d'une croisière familiale, sans témoin direct ni mobile évident, il n'est pas surprenant que les hypothèses et les théories se multiplient sur Internet. Sur les forums de True Crime, sur les réseaux sociaux, sur Reddit ou sur Facebook, les internautes ont disséqué l'affaire Anna Kipner, parfois en avançant des scénarios alternatifs. On va faire le point sur les principales discussions en ligne, en rappelant, encore une fois, qu'il s'agit de spéculations et non de faits avérés.
La majorité des discussions qu'on peut trouver sur Internet partent du postulat que Timothy, 16 ans donc, est bien l'auteur du meurtre, faute de tout autre suspect apparent évidemment. Mais les opinions divergent sur le mobile qui l'aurait poussé à commettre l'irréparable. Il y a 2 grandes théories qui émergent. La théorie, on a commencé à en parler, d'un mobile sexuel, une réaction face à un rejet par exemple. Beaucoup d'internautes s'appuient sur les révélations de l'ex-petite amie d'Anna. Les internautes pensent que Timothy aurait développé une attirance incestueuse. Même s'ils ne sont pas liés par le sang, ils vivaient comme frères et sœurs envers Anna. Sur Reddit, un fil très commenté reprend l'anecdote de la visite nocturne dans la chambre à 3h du matin. Souvenez-vous, c'est l'ex-petite amie, encore une fois, d'Anna qui a mentionné cet épisode. Plusieurs commentateurs estiment que Timothy voulait aller plus loin avec Anna et qu'il a pu tenter sa chance sur le bateau, profitant de partager la cabine sans la surveillance des parents. Anna aurait alors repoussé ses avances, peut-être bruyamment, ce qui aurait déclenché chez Timothy une violence incontrôlée par frustration. L'étranglement pourrait être survenu durant une agression sexuelle ratée. Ceux qui défendent ce scénario notent que le mode opératoire, l'étranglement, est souvent associé à des crimes à connotation sexuelle ou de rage intime. Ils soulignent aussi que Timothy a caché le corps sous le lit, ce qui peut indiquer de la panique et de la honte après coup, compatible avec un acte non prémédité découlant d'une pulsion. Il y a la théorie d'un mobile de haine, la jalousie. Il y a d'autres internautes qui privilégient l'idée d'une rancune accumulée. Sur des forums, par exemple, certains internautes analysent le contexte familial compliqué. Ils avancent que Timothy aurait tenu Anna pour responsable de ses malheurs familiaux. Il aurait vu en elle la préférée, la fille de la nouvelle union de sa mère, celle qui a accaparé l'attention de sa mère et de son beau-père. Certains mots de la tante d'Anna vont dans ce sens. Ainsi, Timothy aurait pu préméditer de faire du mal à Anna lors de la croisière, peut-être pas nécessairement pour la tuer, mais au moins pour l'effrayer ou la blesser. La dispute entendue par Connor derrière la porte pourrait être liée à cette rancœur qui éclate. Un internaute sur Reddit, prétendant être un camarade de classe de Timothy, attention, c'est une information non vérifiée, donc à prendre avec des pincettes, a écrit que celui-ci, je cite, en voulait terriblement à sa mère de s'être remarié et qu'il, je cite encore, détestait aller chez son beau-père. Si c'est vrai, la présence d'Anna incarnait tout ce qu'il rejetait. L'acte meurtrier pourrait donc être l'aboutissement d'une rage jalouse où Timothy aurait littéralement pété les plombs après une altercation avec Anna. Peut-être qu'elle lui a dit quelque chose qui a servi de déclencheur. Notons que ces 2 mobiles, sexuel et jalousie, ne s'excluent pas mutuellement. Il pourrait y avoir eu une dimension mêlée, par exemple une fixation maladive sur Anna, combinant désir et ressentiment, assez typique de certains crimes intrafamiliaux. Deuxième hypothèse, et si ce n'était pas seulement le demi-frère ? Malgré les forts indices contre Timothy, quelques personnes en ligne ont spéculé sur d'autres possibilités plus farfelues, telles que un étranger à bord. Certains ont évoqué l'hypothèse au début d'un membre de l'équipage, ou un passager qui aurait pu s'introduire dans la cabine et commettre le crime, puis sortir discrètement. Mais cette théorie a vite perdu du crédit lorsque les données de cartes magnétiques ont montré que personne d'autre que Timothy n'avait ouvert la porte. De plus, aucun signe d'effraction n'a été signalé. Sur un navire, il est difficile d'entrer dans une cabine sans laisser de traces. Les portes se déverrouillent électroniquement. La police n'a trouvé aucune preuve d'une tierce présence, ce que la grand-mère Barbara a confirmé. Le garçon était le seul aperçu allant et venant de la chambre. Cette hypothèse est donc très improbable. Troisième théorie, la belle-mère est-elle impliquée ? Dans les méandres de Reddit, encore une fois, il faut prendre beaucoup de pincettes, une théorie du complot plus tordue est apparue. Et si Chantel, la belle-mère, avait quelque chose à voir là-dedans ? Les tenants de cette idée pointent le fait qu'elle ait dormi juste en face et qu'elle n'a rien entendu durant la nuit, ou qu'elle ait mis du temps à prévenir son ex-mari du décès. Certains vont spéculer qu'elle aurait pu vouloir protéger son fils au point d'aider à cacher le corps, par exemple. Les gilets de sauvetage sur Anna ont fait jaser, mais rien n'indique que quelqu'un d'autre que l'auteur du meurtre ait été présent pour faire ça. Ces allégations ne reposent sur aucune preuve concrète et semblent être le fruit d'esprits conspirationnistes, cherchant un thriller plus complexe qu'il ne l'est. La police d'ailleurs n'a jamais mentionné Chantel comme suspecte,
Quatrième théorie, a-t-on affaire à un accident maquillé? Et si Anna était morte accidentellement? Disons par exemple un jeu qui tourne mal, une crise d'asthme durant une chamaillerie, et que paniqué, Timothy a caché le corps par peur d'être blâmé. Cette idée cherche à expliquer la dissimulation du corps sous le lit comme un geste affolé d'un ado qui ne réalise pas la gravité. Le problème, c'est que les résultats médico-légaux contredisent fortement la thèse d'un accident. Une asphyxie mécanique par autrui, avec des ecchymoses au cou, ça ne peut pas être un simple jeu qui dérape sans intention. De plus, un accident aurait plutôt amené Timothy à appeler à l'aide. Le fait de cacher le corps et de se taire est plus cohérent avec une culpabilité qu'avec un accident involontaire. Cette théorie a donc peu d'adeptes. L'affaire du meurtre d'Anna Kipner à bord du Carnival Horizon restera sans doute comme l'un des faits divers les plus marquants de 2025. Elle conjugue la peine immense de la perte d'une jeune fille brillante, la vie d'une famille recomposée minée par des conflits invisibles et l'atmosphère étrange d'un crime commis en vase clos sur un navire de croisière. Au fil de ce récit, on a dressé le portrait d'Anna, vous l'avez vu, une adolescente solaire dont la vie a été brutalement fauchée. On a exploré les éléments connus du drame, la scène de crime glaçante de la cabine 8381, les résultats de l'autopsie qui pointent un homicide par strangulation et l'enquête patiente du FBI qui a très vite orienté les soupçons vers le demi-frère de la victime âgé de 16 ans. Cette histoire met en lumière la fragilité des équilibres familiaux. Ce qui semblait être une joyeuse réunion de famille a dissimulé un mal-être profond chez l'un de ses membres. Elle soulève aussi la question troublante de la violence juvénile au sein de la famille. Comment détecter les signes avant-coureurs? Anna, malgré ses confidences de malaise à quelques proches, n'a pas pu être protégée. Le drame montre qu'il est essentiel de prendre au sérieux les signaux d'alarme quand un adolescent dit ne pas se sentir en sécurité chez lui. L'enquête, qui est toujours en cours au moment où j'enregistre la vidéo, devra apporter des réponses définitives. Je vous pose la question. Était-ce selon vous un acte planifié ou impulsif? Qu'est-ce qui a précisément déclenché le passage à l'acte cette nuit-là? Timothy portera-t-il la responsabilité pénale de ce crime? Et comment la justice traitera-t-elle un suspect si jeune? Autant de questions encore ouvertes, mais d'ores et déjà la famille Kepner-Hudson est brisée, une fille adorée n'est plus, un fils est pointé comme meurtrier potentiel et des parents se retrouvent à affronter à la fois un deuil et un procès. En réalisant cette vidéo, l'objectif était de vous plonger au cœur de cette affaire de manière claire, détaillée, objective, tout en respectant la mémoire d'Anna Kipner. Son histoire est tragique, il est facile de se perdre en conjectures sensationnalistes. Que retenir de ce drame? Peut-être la leçon que la vérité finira par émerger, même d'un huis clos en haute mer. Et surtout que derrière les statistiques de crimes se cachent des vrais gens, des vies détruites. Anna Kipner, c'était plus qu'un nom dans les journaux, c'était une jeune femme pleine de promesses, aimée de sa famille et de ses amis, vous l'avez vu, qui rêvait de servir son pays et de vivre pleinement. Sa mort nous rappelle cruellement que la violence peut frapper n'importe où, même dans le cadre a priori joyeux d'une croisière. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'attends évidemment en commentaire votre avis sur cette affaire. Tout semble orienté vers la piste du demi-frère, mais peut-être qu'on n'est pas à l'abri d'une autre piste. Je vous ai fourni tous les éléments qui sont en notre possession, tout ce qui a été diffusé sur Internet concernant cette affaire. Et je vous pose la question, d'après vous, qui a tué Anna Kipner? On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.